Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Donc nous étions dans la science pathologique et nous nous apprêtions à en donner une définition plus précise. Alors, c'est un processus, la science pathologique est un processus psychologique où un chercheur, habituellement isolé, qui effectue une recherche donnée, suit au début parfaitement et rigoureusement la méthode scientifique, puis s'en écarte progressivement et inconsciemment. Il entre alors dans un processus pathologique qui conduit à une interprétation des données, des résultats, qui est conforme à ses désirs. On a là un effet des attentes du scientifique et des biais cognitifs tels que le biais de confirmation, par exemple. Sur les biais cognitifs, vous trouverez une pléthore d'informations sur Internet, notamment sur YouTube. Alors, les caractéristiques des sciences pathologiques, c'est que d'abord, l'effet qui est observé est l'effet le plus important, maximum, est produit par une cause qu'il est très difficile de déterminer et l'effet est indépendant de l'intensité de cette cause. Les grandeurs mesurées sont très proches des limites de détection et de précision. Cela implique de faire un grand nombre de mesures et même comme ça, on obtient une très faible signification statistique des résultats, ce qui est évidemment un gros risque d'erreur. On a toujours une affirmation de grande précision de la part de l'expérimentateur, du chercheur. On a des suggestions de théories fantastiques, en général spectaculaires, qui sont en réalité sans rapport avec l'expérience proprement dite, voire contraire à l'expérience. Les critiques sont contrées par des excuses ad hoc, et au fur et à mesure du temps, face à l'évidence, le nombre de supporters de cette découverte diminue, alors que le nombre de critiques augmente. Ça, c'est vraiment les caractéristiques de la science pathologique. Alors, prenons un exemple célèbre, ancien, les rayons N. En 1903, donc c'est des gens anciens, plus d'un siècle, Blondlot, un physicien, travaillait sur les rayons X. Alors c'était à la mode à l'époque, et on peut le comprendre, on venait de les découvrir. Donc il y avait beaucoup de choses à étudier et à comprendre sur les rayons X. En les faisant passer à travers divers matériaux, il nota ce qu'il semble être un nouveau rayonnement invisible, comme les rayons X, pénétrant même l'aluminium, contrairement aux rayons X, qu'il appela rayon N. La détection et mise en évidence de ce rayonnement, puisqu'il est invisible, se faisait avec des objets lumineux, une flamme ou mieux un petit arc électrique, qui, illuminé par les rayons N, devenait plus visible. Une lumière plus intense. Mais l'effet était très faible, extrêmement faible, tout juste visible, et à condition de couper toute source de lumière parasite, donc travailler dans le noir. Avec un effet aussi faible, et des effets parasites qui peuvent influencer l'arc électrique, on peut comprendre que on prenne vite ses désirs pour qu'on ait des parasites, des erreurs, et qu'on prenne vite ses désirs pour des réalités. La découverte des rayons N entraîna un débat important dans la communauté scientifique. Certains y croyant, d'autres n'y croyant pas. Certains essayant de reproduire les résultats n'obtenant rien. D'autres disant, ah, on a peut-être vu quelque chose, donc au début c'était assez flou. Donc Wood, un physicien important, décida de rendre visite à Blondlot. À ce stade-là, Blondlot essayait de
mesurer les caractéristiques physiques des rayons N. Donc il avait déjà avancé dans la découverte des rayons N, auquel il croyait personnellement dur comme fer. C'était pas une mystification, un mensonge, une escroquerie. Il y croyait. Donc il essayait de mesurer l'indice de diffraction des rayons N. Donc pour ça, il utilisait une fente de 2 mm pour collimater les rayons N. Ceux-ci illuminaient un prisme en aluminium et il mesurait alors l'indice de diffraction, et les mesures nécessitaient des mesures très précises, inférieures au centième de millimètre. Wood, stupéfait, demanda à Blondelot comment il pouvait espérer mesurer des résultats avec une précision inférieure au centième de millimètre, alors que la fente par laquelle venaient les rayons faisait déjà 2 mm de large, introduisant donc une grosse erreur, une grosse incertitude. C'est en fait une impossibilité physique pour toutes les ondes, quelle que soit leur nature. Et Blondelot déclara: c'est une des choses les plus fascinantes avec les rayons N. Ils ne suivent pas les lois physiques ordinaires de la science à laquelle vous vous attendriez. Inutile de dire que Wood fut très très sceptique. Mais il ne le dit pas, et il demanda à assister aux mesures, à l'expérience. Donc, comme je l'ai dit, ça devait se passer dans une pièce totalement noire, sombre. Blondelot reproduisit son expérience et retrouva les résultats qu'il avait obtenus avec une grande précision et différentes données. En observant son petit arc électrique à différents endroits dans la pièce pour voir où étaient déviés les rayons N. Seulement, Wood avait fait quelque chose d'assez vilain. Profitant du fait que la pièce était totalement noire, il avait subtilisé le prisme d'aluminium, donc il n'y avait plus de prisme dans l'appareil. Et pourtant, Blondelot retrouva les mêmes diffractions, comme si le prisme avait toujours été là. Donc de toute évidence, ce que Blondelot observait était imaginaire. Ça sortait de ses propres croyances, de ce qu'il espérait trouver, observer, à cause de cet effet beaucoup trop faible et qui en plus était observé à l'œil nu. Suite à un tel coup dur, très rapidement, les rayons N tombèrent dans l'oubli et disparurent de la mémoire collective. Mais heureusement pour notre bonheur, les archives historiques en gardent trace. Langmuir, qui est donc à l'origine du terme de science pathologique, cite un autre exemple. L'effet David Barnes de 1929, les rayons mitogéniques de 1923, l'effet Allison de 1927, la perception extrasensorielle de Rhin de 1930, qui effectua des expériences de type télépathie et qui écarta tous les résultats qui étaient contraires à un résultat positif, donc tous les résultats négatifs, parce que il sentait bien que ces résultats ne devaient pas être corrects. C'est facile, hein? Vous prenez une pièce, vous dites je vais faire de la télékinésie, et forcez la pièce à tomber sur pile. Vous la lancez, et chaque fois qu'elle tombe sur face, vous dites ah non, ce résultat-là il n'est pas correct, vous l'écartez. Vous ne comptez que les fois où elle tombe sur pile. Vous dites ah, c'est fantastique, j'ai réussi. Grâce à mon pouvoir de concentration, elle tombe toujours sur pile. Bon, évidemment, ça marche pas comme ça, hein. Et bon, de toute évidence, Rhin était entré dans ce processus pathologique à un tel point que il se leurrait lui-même sur sa façon de procéder. Il cite également les soucoupes volantes, essentiellement de fin 40 à 50, qui suscitaient beaucoup de curiosité de la part des scientifiques avant d'entrer dans le folklore.
on est resté le phénomène des objets volants non identifiés en général, dont nous avons parlé. Par la suite, d'autres scientifiques reprirent cette classification des sciences pathologiques et donnèrent d'autres exemples. La radiesthésie, la détection des sources d'eau avec des pendules, surtout en France, et quand on sait qu'il y a de l'eau pratiquement partout, il suffit de creuser, on en trouve presque toujours, ne fût-ce que des nappes phréatiques, on en a vraiment dans tous les coins, donc ça serait étonnant que ça ne marche pas. Les canaux martiens, nous en avions parlé, la polywater, et aussi quelques autres, et en particulier la fusion froide, la mémoire de l'eau dont nous avions parlé. Alors, citons encore cet exemple, un exemple intéressant, la polywater. Alors, à un moment donné, un chercheur, préparant de l'eau à l'aide d'un certain processus, obtint une sorte d'eau pure, mais qui avait la particularité d'avoir un point d'ébullition nettement supérieur à la normale, par rapport à l'eau ordinaire, donc supérieur à 100 degrés, et un point de congélation bien inférieur à 0, donc bien inférieur à l'eau normale. Évidemment, ça intrigue beaucoup les scientifiques, plusieurs menèrent les expériences, et comme pour les rayons M, certains ne trouvaient rien du tout. Ils avaient juste de l'eau normale. Et d'autres disaient, ben oui, c'est vrai, on tient quand même des températures d'ébullition, de congélation un peu plus élevées, un peu plus basses. Et donc, on regarda plus près tout ça, et on découvrit que dans le processus de fabrication, il y avait une contamination biologique. Et que c'était cette trace sur les verreries, donc les tubes, les ballons, d'éléments biologiques qui faisaient varier les propriétés de l'eau. C'est un processus bien connu, hein. C'est comme lorsque vous avez du verglas, de la neige, et vous tapez du sel de calcium. Ce sel de calcium abaisse le point de fusion et permet à la glace de fondre, à condition qu'il fasse quand même pas trop froid. Donc, on vérifia, les scientifiques un peu partout firent attention de bien nettoyer la verrerie de manière efficace, méticuleuse, pour être sûr d'éliminer toute trace de contamination biologique, et l'eau rentra dans le rang. C'était juste de l'eau ordinaire. La polywater n'existait pas. Malgré cela, quelques-uns continuèrent à fantasmer sur la polywater, et il fallut quelques années avant que le phénomène s'éteigne. C'est très caractéristique de la science pathologique. Ça fait rêver, ça fait fantasmer. Et certains disent toujours, et si? Alors, pour tous les cas que je vous ai cités, bon, vous trouverez facilement des informations sur Internet. Hein. Je ne vais pas vous décrire chaque cas, chaque séance pathologique. Vous pourrez découvrir ça facilement, par exemple, dans Wikipédia hein, ou sur d'autres sites. Évitez évidemment les sites de pseudosciences ou de sciences pathologiques elles-mêmes, mais sur des sites sérieux comme Wikipédia ou dans les archives comme HAL ou autres, si vous trouvez des articles qui en parlent, mais vous trouverez des informations qui vous expliquent ce genre de saga. Alors, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de la science pathologique? Mais d'abord que les erreurs sont inévitables. Hein. Il y a une bonne centaine de milliers de chercheurs dans le monde qui travaillent en permanence. Bien entendu, avec autant de personnes travaillant autant, forcément qu'il y a des erreurs. L'important, c'est que les erreurs soient corrigées le plus vite possible. La grosse majorité des erreurs, et il y en a pas mal, elles sont corrigées tout de suite, à la base. Pendant la recherche, on se rend compte qu'on... Non, là, on a fait l'erreur. L'appareil ne fonctionne pas bien, ou d'être égal, l'effet est beaucoup trop faible, on est en train de fantasmer, de rêver. Donc il faut éviter d'entrer dans le processus pathologique. Des erreurs comme ça, il y en a sur un siècle, il y en a eu des milliers et des milliers. Mais elles ont toutes été corrigées très vite.
Quelques-unes, parfois, sont allées un peu plus loin, elles sont passées en publication. C'est plus rare, mais c'est arrivé. Et là, c'est le processus de publication qui intervient, pour que d'autres puissent dire « Eh, les gars, où vous étiez quand vous avez écrit ça? C'est faux. » Et quand c'est mis en évidence, et qu'effectivement on montre que c'était faux, que c'est faux, ben dans ce cas, il y a des vérifications et un corrigé, ou un addendum, ou un mea culpa qui est publié, pour dire, ben voilà, c'était faux. C'est un peu plus malheureux parce qu'on retrouve alors dans les archives des résultats incorrects, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et de temps en temps, ça dérape, hein, c'est humain, et on tombe dans les sciences pathologiques. Et c'est aussi, comme conclusion, on peut dire aussi, faites attention, bon sang. Suivez la méthode scientifique, oui, mais remettez-vous en cause permanente. Et vérifiez que vous suivez toujours la méthode scientifique. Si les effets sont particulièrement difficiles à observer, attention. Éventuellement, demandez conseil à d'autres scientifiques pour dire, dites, j'observe un effet de telle intensité, est-ce que je peux m'y fier? Ne vous précipitez pas en disant, oh mon Dieu, j'observe quelque chose d'extraordinaire. Non, 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 non. Faites attention. Toujours. Ça, c'est la leçon qu'on doit tirer de ce genre de choses. Et travailler en équipe permet aussi de diminuer fortement les risques de ce genre de dérive, bien entendu. Comme j'en avais déjà parlé, beaucoup de travail se fait maintenant en équipe, étant donné l'ampleur des projets. Et donc, c'est important. Alors, le travail isolé, c'est plutôt souvent du travail purement théorique. On a bien décrit cette situation. Mais là, les risques de dérive sont, du moins si on suit une méthode rigoureuse, avec des développements mathématiques, etc., et qu'on fait tout rigoureusement, pas à pas, le risque de dérapage sont beaucoup plus faibles, évidemment. C'est pas du tout le même genre de situation. Mais il faut quand même toujours faire attention. Parce que même quand on est théoricien, on peut se faire leurrer. Par exemple, certains ont analysé le résultat d'expériences, comme celle de Michelson et Morlet, dont nous avions parlé, ont analysé les données, un grand nombre de données, et ont cru observer, mesurer dans ces données des résultats surprenants, qui n'existaient pas. Parce qu'ils avaient, en tout cas pour un des cas que je connais, ils avaient commis une erreur d'analyse statistique. Les calculs statistiques, c'est très piégeux. Hein. Faut toujours faire très attention. Et si on n'est pas un champion des calculs statistiques, pas se croire sortir de la quiz de Jupiter et dire waouh, bien sûr que c'est bon. Non, non. Demandez conseil. Ne jamais hésiter à mettre sa fierté dans sa poche et à demander conseil. On n'est pas des dieux. Voilà, alors, dans la suite, dans la prochaine vidéo, nous verrons d'abord des contre-exemples qui montrent que tout raté ne conduit pas nécessairement à une science pathologique. Nous parlerons également des pathasciences et du nawak. Je vous remercie.